Des phénomènes d'une ampleur sans précédent. On est arrivé à la limite d'un système, et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le principe même de la vie depuis 4 milliards d'années, c'est la diversité et la coopération. Eh bien, bonjour pour ce nouvel épisode donc, sur la chaîne de reconquête du vivant, de changer notre regard sur la vie, de voir la vie avec positivité, parce que l'avenir nous appartient à partir du moment où on sait où on veut aller. Donc aujourd'hui, je reçois Valérie. Merci Valérie David, merci beaucoup d'être ici. On est encore une fois accueillis à la Maison du Bien Commun, donc je remercie aussi pour leur accueil. Et on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la RSE, donc qui est responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire comment les entreprises intègrent les enjeux écologiques dans leur modèle économique. Quelque chose qui n'est pas nouveau, ça a beaucoup accéléré à partir du Grenelle de l'environnement. Mais là, en fait, on passe sur vraiment une période de bascule à notre époque. On a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est nécessaire sur l'adaptation des entreprises au vivant? Est-ce que la RSE d'aujourd'hui correspond aux besoins, alors pas les nôtres ni ceux du marché, mais ceux du vivant, parce que nous sommes dépendants du vivant. Et puis surtout, encore une fois, il ne s'agit pas de porter des jugements, mais de construire l'avenir, de regarder comment réunir les personnes de bonne volonté pour envisager la construction de l'avenir avec positivité et en lien avec le vivant. Donc Valérie est une spécialiste de la RSE, je vais te laisser te présenter. Oui, alors effectivement, moi je travaille dans le développement durable, quand ça ne s'appelait même pas encore comme ça. J'ai d'abord travaillé pour les institutions européennes et tout ce qui était aménagement du territoire en Europe. Ensuite, je travaillais dans la banque, dans une grande banque coopérative mutualiste, sur les sujets du développement durable aussi. Et puis, pendant un peu plus de 15 ans, dans le BTP, sur l'intégration des sujets environnementaux dans les écoquartiers, les infrastructures linéaires, etc. Aujourd'hui, j'ai créé ma société qui est Conseil en transition écologique et en particulier sur la problématique de reconquête du vivant et d'adaptation climatique. Voilà, donc on a eu une époque, je vous renvoie d'ailleurs sur l'épisode avec Vincent Vignon, on parle beaucoup un petit peu depuis le pic prune, toutes les évolutions réglementaires. On sort, ou plutôt on termine une phase qui est très réglementaire de préservation des espèces, avec la méthode éviter, réduire, compenser, qui a donc, tu étais beaucoup impliqué dedans sur les ouvrages d'infrastructure, qui est une bonne chose, ça a permis de limiter énormément, mais force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Il suffit de voir les déséquilibres par rapport au grand cycle, soit le cycle de l'eau ou les difficultés même de microclimat, etc. Et donc, simplement, il faut passer à autre chose. Donc, par rapport à toi qui as vraiment vécu toute cette évolution, quel est un petit peu ton constat sur à la fois les besoins des entreprises, aussi les éventuels freins, et comment nous allons faire aujourd'hui pour passer dans cette autre dimension qui me semble d'ailleurs assez réjouissante? Alors, je pense que les entreprises se sont intéressées au sujet de biodiversité dans un premier temps sous un angle réglementaire. C'est ce qu'on appelle la maîtrise du risque environnemental. En fait, elles avaient peur de ne pas avoir l'autorisation de travailler. Donc, c'était une approche craintive et une approche normative. Donc, ça, c'est ce qu'on a surtout vécu pendant, on va dire, le Grenelle a un petit peu réveillé ça, mais le Grenelle a permis vraiment d'asseoir la séquence éviter, réduire, compenser, qui existait déjà précédemment, mais qui était très très peu appliquée en fait. Donc ça a été plutôt une bonne chose, mais j'appelais de mes voeux, moi, le fait qu'on passe à une volonté de saisir les opportunités de reconquête du vivant dans notamment tous ces appels d'offres, parce que finalement ces appels d'offres avaient la possibilité dès la conception de réfléchir à la restauration des trames vertes, des trames bleues, d'une transparence hydraulique et d'une transparence écologique de qualité, et donc de saisir des opportunités. Alors le problème en français, c'est que dès que vous dites opportunité, on entend opportunisme, et vous êtes immédiatement critiqué comme étant un vilain cynique qui veut se saisir de la dégradation de la biodiversité pour faire de l'argent. Donc c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est lorsqu'on construit un écoquartier ou on construit une ligne à grande vitesse, c'est de finalement mettre l'ensemble des ingénieurs d'études dans des dispositions d'éco-conception, je ne trouve pas d'autres termes, de ce qu'on a la possibilité de faire dans la limite, bien sûr, des bandes déclarées d'utilité publique. On a quand même la possibilité
de réfléchir à la meilleure manière de restaurer le vivant. Donc je crois également qu'en ce qui concerne les travaux publics, il y a énormément de savoir-faire, tout ce qui est terrassier, tout ce qui est génie civiliste, tout ce qui est canalisateur, etc., qui sont en lien physique avec le territoire. Ils sont, avec les agriculteurs, sont sans doute les métiers qui sont le plus en lien physique avec le territoire. Et dès qu'ils travaillent, ils ont un impact sur le territoire. On ne peut pas le nier. Dès qu'on fait des trous, qu'on creuse, qu'on coupe, qu'on fragmente, on peut avoir un impact négatif. Mais on peut aussi restaurer des écosystèmes. Et ça, je trouve ça totalement passionnant à partir du moment aussi où on s'entoure des bons experts, où on le fait au bon moment, c'est-à-dire le plus en amont possible du projet. Ça tombe sous le sens, mais je vous assure que ça n'a pas toujours été le cas. Et également à partir du moment où on prend en considération les conséquences du dérèglement climatique dans une vision adaptative, en se disant que de toute façon, le vivant ne se met pas en équation, le vivant évolue en permanence, et que donc les conséquences du dérèglement climatique vont venir frapper le vivant, et donc essayer de donner à la reconquête de biodiversité toutes ses chances en ayant une vision de long terme. Ouais, ça change en fait complètement le mode de pensée, puisqu'en fait on se disait on continue à avancer, puis on essaie de ne pas faire trop de mal à l'environnement. D'ailleurs je reviens sur ce terme environnement qui est à mon avis un terme qui va disparaître un jour ou l'autre, parce que nous ne sommes pas environnés par le vivant, mais immergés par la vie, transpercés par la vie. Nous faisons partie intégrante du vivant, et donc c'est beaucoup plus une logique d'alliance que dire l'environnement, il y a effectivement ce qu'il y a à côté. Mais là, sur les travaux publics, est-ce qu'on peut envisager même de nouvelles formes de marché, de la même manière qu'il y a eu le remembrement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et finalement un autre remembrement qui serait de remettre en état des infrastructures écologiques. Alors, infrastructures écologiques, ça veut dire quoi? On a parlé sur l'épisode avec Vincent Vignon, des haies, des talus, des arbres, etc., qui ne sont pas là pour préserver l'espèce, mais bien pour permettre le fonctionnement de l'écosystème dont effectivement nous bénéficions. Est-ce qu'on peut envisager effectivement l'opportunité, mais qui est, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs, c'est important, de mettre des choses dans des cases. On disait, on ne peut pas parler d'opportunité parce que vous allez penser qu'à vous-même, mais il n'y a pas de mal à ça. Je veux dire que toutes les espèces sont opportunistes. C'est vrai. N'importe quelle espèce va aller à un endroit où elle aura des ressources, et la fleur, enfin je veux dire l'abeille, pardon, quand elle va voir la fleur, je vous assure que c'est absolument pas pour faire plaisir à la fleur. Elle rend un service à la fleur, mais elle y va parce qu'elle a besoin de pollen, par opportunisme. Donc c'est vraiment important de le mettre dedans. Après, notre problème à nous, c'est la maximisation du profit ou de l'intérêt personnel qui retire tout ça. Mais c'est vraiment essentiel, que tu as dit tout à l'heure, de ne pas avoir peur du terme opportunisme. Et nous avons l'opportunité aujourd'hui et un intérêt direct à restaurer les écosystèmes parce qu'ils nous font du bien. Donc c'est vraiment... Alors, c'est vrai, en même temps, on est dans une société qui est très polarisée, avec certains mouvements de la société civile qui ont une conscience aiguë du défi climatique et de l'ensemble des limites planétaires qui sont en train de sauter les unes après les autres, et d'autres qui ont l'air de contribuer directement et joyeusement, si je puis dire, à faire sauter ces limites. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très prudente dans mon choix de vocabulaire, parce que dire quand on est une société de travaux publics, j'ai une opportunité de restauration du vivant et ça va augmenter mon panier de travaux parce que je vais faire du génie écologique en plus, ça peut être perçu comme relativement cynique. Donc c'est pour ça que je fais très attention. Je considère vraiment que pour ces métiers-là, l'intégration des savoirs de génie écologique, encore une fois, en amont des pratiques pour faire les bons choix de techniques, les bons choix de tracés, les bons choix je vais vous donner un exemple là où il y a 15 ans on faisait une buse, maintenant on fait un pont. Ce que je considère, c'est que l'intégration du génie écologique, notamment dans la formation des ingénieurs qui vont être amenés à travailler dans le BTP, c'est essentiel. C'est d'ailleurs quelque chose auquel tu participes directement, Patrice, avec un certain nombre de masters qui traitent vraiment des travaux de maîtrise d'œuvre en génie écologique. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut tout faire, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est de réaffirmer la prépondérance, pas uniquement l'importance, mais la prépondérance du vivant. Quand on touche en termes d'aménagement du territoire, il faut ménager le territoire. Donc il faut considérer que c'est d'abord un support, ce sont des biotopes, ce sont des supports du vivant, et donc si on y touche, on risque de casser. Si on ne veut pas casser, il faut analyser et il faut adapter ces méthodes constructives et également l'analyse de la durée de vie de l'ouvrage dans le temps. Donc je pense que ce sont des opportunités assez exceptionnelles, et pour avoir discuté avec beaucoup de jeunes ingénieurs de ces écoles-là, on se rend compte qu'ils ont envie que leur expertise, leur savoir-faire ne soit pas
pénalisant pour le vivant, mais au contraire puisse contribuer à une reconquête de biodiversité, si je puis dire. C'est un petit peu réducteur de reconquête de biodiversité. D'épanouissement du vivant est sans doute plus adapté. Et ça n'est pas du tout utopique de le dire, c'est tout à fait faisable. À partir du moment où on l'intègre comme une donnée absolue et non négociable du savoir-faire et des expertises en matière de travaux publics. Et je pense que là, on passe sur un peu une bascule de R&D, mais de R&D de rupture, où véritablement on doit passer effectivement sur autre chose. Et je pense que c'est la limite, c'est un petit peu ce plafond de verre où on continue à faire de la R&D et dire comment est-ce que je peux avoir un gain marginal en termes écologiques dans mon activité, alors que là non, c'est un espèce de saut quantique où il faut qu'on passe de l'autre côté du miroir, d'une certaine manière. Alors, tu évoquais la formation des ingénieurs. Il y a une expérience très intéressante auquel j'ai le grand joie de participer et qui a participé aussi au départ sur la chaire Génie civil écologique avec l'école spéciale des travaux publics, avec AgroParisTech, et c'est très intéressant. Vous voyez, AgroParisTech qui travaille sur l'agriculture, mais aussi beaucoup, la responsable en question travaille sur l'écologie et les travaux publics, et non pas en se disant comment je vais continuer à essayer de réduire mes impacts, mais comment je passe sur un génie civil écologique qui est donc intégré dans le vivant. Et là, c'est un petit peu, quand je parle de R&D, c'est de changer totalement de dimension, c'est-à-dire que en fait, les travaux publics, pour parler d'eux, ils sont nés après la Deuxième Guerre mondiale et vraiment générés par le remembrement. C'est-à-dire qu'il y avait une nécessité, d'ailleurs pour avoir une production agricole, on était quand même en période de disette, d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale, de rationaliser les capacités de production, de passer de toutes petites parcelles à des parcelles plus importantes. Donc on est sur une logique agricole, qui est donc une logique d'alimentation, qui est une des caractéristiques des habitats naturels. Et ensuite, il y a eu celle du déplacement, aussi fondamentalement sur la capacité économique, mais à chaque fois on a mis des sommes considérables sur l'aménagement du territoire pour un bien, une fois nourriture et l'autre fois économie et je dirais déplacement, donc échange. Et là, à mon sens, on peut mettre aussi des sommes considérables sur la production de services écosystémiques, c'est-à-dire on a quelqu'un que nous avons bien connu, et paix à son âme, qui était Jacques Weber, qui était un des pionniers de l'économie de la biodiversité, et qui parlait de dire, tiens, on pourrait faire carrément des autoroutes sur pilotis, c'est-à-dire que pour laisser une très grande transparence. Alors des fois on nous dit ça coûte cher. Oui, mais enfin, c'est pas ce que ça coûte qui est important. Parler du risque environnemental, c'est ce que ça rapporte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons des villes qui sont inondées régulièrement, des destructions majeures sur des glissements de terrain, etc., ça s'appelle même plus de l'assurance à ce niveau-là, c'est presque une responsabilité. Et de s'imaginer que l'ensemble des travaux publics fassent une espèce de remembrement, ou peut même de reconstruction de l'ensemble des infrastructures, avec comme résultat la production de services écosystémiques. Et en plus, on a un pays qui a déjà beaucoup limité, si je puis dire, beaucoup consommé son espace naturel. Donc moi, ce qui m'inquiète, ce sont toutes les infrastructures existantes, qui sont extrêmement nombreuses, et qui ont été construites, comme tu le rappelais, après la Seconde Guerre mondiale, en masse, pour tout un tas de raisons économiques et sociales assez évidentes. Le problème, c'est comment on adapte ces vieilles infrastructures pour qu'elles soient à la fois adaptées aux conséquences du dérèglement climatique, ça c'est une chose, mais également qu'elles cessent d'être des contributrices nettes à la fragmentation des habitats. Ça, je pense que déjà, il y a un immense marché pour les entreprises de travaux publics sur la mise à niveau écologique des infrastructures existantes, notamment les infrastructures linéaires. Ensuite, il y a l'exploitation-maintenance, et dans cette exploitation-maintenance, disons phase après phase, on peut régulièrement avoir des maintenances à la fois adaptatives, mais également biodiversité friendly, si je puis dire. Donc ça serait aussi intéressant de réintégrer dans toutes les opérations de maintenance des infrastructures existantes la préoccupation au cœur du vivant. La dernière chose que je voulais dire, c'est en ce qui concerne les éventuelles nouvelles infrastructures. Il ne faut pas se leurrer, il n'y en aura pas énormément. Il n'y a pas les moyens. Il y aura peut-être des nouvelles infrastructures qui seront créées, notamment par rapport à des besoins immédiats de digues, de protection des biens et des personnes en cas d'inondation, pluie torrentielle, etc. Mais ça restera relativement marginal. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces nouvelles infrastructures? Comment on les sélectionne et comment on intègre, de façon, encore une fois, non négociable, l'objectif de reconquête du vivant à travers leur éco-conception. Je signe le terme, je le redis, parce que je pense que c'est celui qui est le plus adapté.
Oui, c'est des sujets sur lesquels on avait échangé aussi sur le passé. L'éco-conception, c'est bien, c'est pas des bonnes pratiques. Alors je le précise aussi, non, il faut arrêter avec les bonnes pratiques. Ça nous permet de nous imaginer qu'en faisant quelques bonnes actions, on va réussir à sortir du problème. Si on n'a pas une vision radicale de changement, la bonne pratique ne sert à rien. Par contre, elle a bien un sens s'il y a une vision derrière. C'est ça qui est vraiment important. C'est pas être contre les bonnes pratiques, mais c'est la question de la vision, de savoir où on veut aller. Quand on dit qu'on est positif, ça ne veut pas dire qu'on dit tout va bien se passer. C'est-à-dire que ça va bien se passer si on fait des efforts et qu'il y a quand même quelque chose qui est assez fondamental à mettre aujourd'hui. Mais on a certainement une vraie réflexion à avoir sur la ville. C'est même pas la ville de demain, c'est la ville d'aujourd'hui. Qui n'est pas tant d'atténuer les impacts, mais de se réintégrer dans le fonctionnement du vivant. Et là, avec une conception totalement nouvelle, en termes de matériaux, c'est aussi une de tes spécialités, en termes aussi d'usage, c'est-à-dire que si on considère la ville, alors depuis tout à l'heure on prend le terme habitat, je ne sais pas si tout le monde est familier à ça, mais quand on parle d'habitat, ce n'est pas la maison pour les humains, au contraire c'est habitat naturel, c'est-à-dire les zones de vie des populations vivantes, mais d'avoir des villes qui soient conçues dans la fonctionnalité, c'est-à-dire que même les méthodes d'alimentation, le cycle de l'eau, etc. Donc c'est des sujets sur lesquels je crois que tu as aussi pas mal travaillé. Tu sais, quand tu dis il faut réintégrer, etc., moi ce qui m'intéresserait, c'est vraiment qu'on comprenne que on aura crevé ce plafond de verre que lorsque les business models des entreprises auront réellement pris le virage de la transition écologique. C'est-à-dire, on ne peut pas juste considérer que on travaille avec des bonnes pratiques, pour reprendre ton terme, parce que la bonne pratique, c'est ce qu'on met en tête de gondole dans le magasin, et quand on rentre dans le rayon, eh ben, on a des pratiques habituelles. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu, même si c'est bien d'avoir des bonnes pratiques, mais il ne faut pas qu'il n'y ait que ça, parce que sinon, c'est un petit peu l'excuse, l'exception, qui n'a pas vraiment, qui est un peu en lévitation, qui n'a pas vraiment diffusé, percolé au niveau du cœur de métier. Pour que le cœur de métier évolue, il faut réellement qu'il y ait les compétences, ça c'est vrai, on parlait tout à l'heure de la formation, mais de toute façon il y a toujours des experts comme Patrice qui peuvent amener ces compétences au cœur de l'entreprise, mais il y a aussi la volonté des dirigeants et la volonté des actionnaires, et la volonté des actionnaires c'est quoi? C'est la volonté des financiers. Donc il y a des choses quand même qui bougent, parce qu'ils ont commencé à comprendre que la destruction du vivant est une destruction de valeur. Je suis désolée de le dire aussi crûment, mais c'est quand même ça. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre, dans l'Europe, mais aussi à l'international, il y a un certain nombre de référentiels que des banques utilisent pour mesurer l'impact sur la biodiversité d'un certain nombre d'investissements. Et normalement, elles doivent refuser, si on va jusqu'au bout de la logique, des investissements qui ont un impact irrémédiable sur le vivant. Alors ça veut dire quand même que ça bouge et que ce qu'on a connu sur le carbone dans les banques est en train de se massifier au niveau de la biodiversité. L'Europe a beaucoup contribué à ça, le sujet qui me tient à cœur, notamment avec un règlement qui est assez peu connu, qui s'appelle le SFDR, pour Sustainable Financial Disclosure Regulation, donc qui est un règlement qui oblige les banques à diffuser la part du chiffre d'affaires vert qu'elles réalisent, et dans le vert, il y a la préservation du vivant. Donc ça, c'est extrêmement important. Sauf que ce virage de transition écologique, c'est là où les résistances sont les plus fortes, parce que ça fait peur. On est sur, par exemple, si on adopte vraiment un business model de transition écologique qui assure la reconquête du vivant, soyons logiques, il faut refuser certains appels d'offres. Il faut savoir dire non à certaines offres de travaux que d'autres prendront. Vous ne les prendrez pas, mais d'autres les prendront. Donc ça risque quand même de gêner un petit peu aux entournures des entreprises qui fonctionnent dans un système capitaliste qui nécessite qu'elles maximisent quand même leur profit. Donc cette question de la maximisation du profit par rapport au choix du business model, il faut qu'on la règle. Je trouve que l'Union européenne, à travers sa taxonomie verte, a commencé à donner une réponse. Elle n'est pas complète, mais c'est un début de réponse. Donc, je pense que le sujet, il est vraiment là. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises à mission, par exemple, donc loi Pacte française. Ces entreprises à mission, pour être à mission, elles ont été obligées de réinterroger leur business model. Elles ont été obligées d'écouter les parties prenantes, internes et externes. Elles ont été obligées de se demander comment elles allaient contribuer au bien commun et le préserver. Et donc, ce sont les entreprises qui sont les plus à même, réellement, de dire non à certaines offres de marché qui sont considérées comme destructrices de valeurs naturelle, destructrice de bien commun qu'est le vivant.
Donc ça, c'est un témoignage. Je l'ai vu aussi chez des entreprises cotées en bourse pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure sur la pression des financiers. Bon, après, ça ne veut pas dire que tout le monde s'y met, mais ça veut dire quand même qu'il y a un mouvement qui a commencé. Est-ce qu'il ira assez vite, suffisamment vite? Je me garderais bien de le prédire, mais aujourd'hui, il y a quand même plus qu'un frémissement, je dirais, sur ces sujets. Et puis là, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on va réussir à basculer sur un mode de pensée qui est complètement différent. Mais c'est assez intéressant, parce que pour le coup, moi c'est ma conviction, et ce que je répète régulièrement sur la chaîne, la logique de maximisation du profit n'a pas d'avenir, parce qu'elle est contraire au fonctionnement des écosystèmes. Toujours pareil, ce qui n'est pas compatible avec la vie, je m'en méfie énormément dessus. Par contre, moi je suis entrepreneur, l'optimisation du profit c'est une nécessité, c'est-à-dire que je dois gagner plus d'argent que je n'en dépense, de la même manière qu'en tant que mammifère, je dois manger plus d'énergie que je n'en dépense, sinon effectivement je disparais, il faut payer les salaires, les charges, etc. Donc le profit n'est pas un gros mot, c'est le terme maximisation en fait qui est un gros mot. Et là il y a une logique, une différence entre maximisation du profit et optimisation du profit. Exactement. Et il y a un modèle économique à changer, c'est-à-dire que c'est un dogme, cette logique de marché. On a décidé que le progrès était lié à cette logique de marché, ce qui est un dogme d'autodéclaration. On peut très bien avoir des modèles économiques qui sont différents sans pour autant être collectivistes. Ce n'est pas le choix entre le capitalisme et le marxisme. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut explorer, expérimenter, avec effectivement des risques d'échec. Et je crois qu'aujourd'hui, avec d'ailleurs toutes ces erreurs qu'on a eues au siècle passé, on a cette nécessité de changer. Et pour les entreprises, là, c'est même plus une question d'opportunité, c'est une question que si je ne fais pas le virage, je vais disparaître. Quand l'électricité est apparue, il y a peut-être eu, je fais un petit peu une fable, mais des rétrogrades qui ont dit c'est dangereux, ça ne passera jamais, etc. Et une entreprise d'allumeur de réverbères dit non, il ne faut surtout pas faire ça, il faut continuer à investir dans l'allumage de réverbères en optimisant l'allumage de réverbères pour que ça éclaire plus et peut-être autant que l'électricité. Bon, il n'y a plus d'allumeur de réverbères aujourd'hui, ça ne nous a pas effectivement échappé. Et je crois qu'aujourd'hui, on est sur une logique à peu près pareille. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises le comprennent avec les nouvelles technologies. Bon, l'IA, là, dont tout le monde nous fait les grandes choses, bon, je ne sais pas ce que ça va donner. On dit, ah mais oui, il faut prendre des risques énormes, on va investir des millions d'euros parce que le monde de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui. Or, je pense que le facteur de changement majeur, ça va être la capacité de nous réintégrer dans le vivant. Et les entreprises n'ont pas le même raisonnement. Je trouve ça très très impressionnant quand on voit les millions qui sont mis sur des startups plus ou moins fantaisistes et qu'on n'a jamais cet investissement sur des boîtes d'innovation. Alors, je suis bien placé pour le savoir puisque il y a un peu une start-up dans ce domaine-là. Alors, je ne m'en plains pas du tout. Je dis simplement, je suis étonné par le manque de lucidité de continuer à considérer que le vivant est une ressource disponible en permanence, qui sera toujours là et que finalement on va continuer à faire de l'adaptation. Disons, on est en période de mutation et comme toujours, et comme dans le vivant aussi, quand on mue, eh bien on est fragile, au moins pendant un certain temps. Donc ça fait peur, on est au milieu du gué, il y a quand même des progrès qui ont été engrangés. Maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Je voudrais prendre un exemple assez récent, c'est celui du ZAN, de zéro artificialisation nette. Très bien. Donc finalement, le ZAN, on a accouché dans la douleur. Et puis là, ce que j'entends, c'est que tout de suite, on commence à remettre en cause le ZAN. C'est-à-dire qu'il est à peine sorti de la chambre du législateur qu'on commence déjà à dire, bon, ben, on va différer le ZAN, on va l'assouplir, on va freiner, on va adoucir. Bon. Moi, ça m'a beaucoup choqué parce que le zéro artificialisation nette dans un pays qui est relativement petit et qui a déjà achevé sa transition démocratique ultime, on se rend compte qu'on est obligé de préserver ce qui reste. Or, des opportunités majeures sont ouvertes par le ZAN. Reconstruire la ville sur la ville, dépolluer des terrains qui sont déjà dégradés pour les restituer à un usage agricole ou un usage constructif. C'est extrêmement intéressant, ce sont des technologies ou des techniques même qu'on a. Les Français sont absolument pas manchots, si je puis dire, sur ces sujets-là. On a tous les ingénieurs qu'on veut dans ce domaine. Et pourtant, c'est tellement plus facile d'aller construire en artificialisant des zones agricoles ou des zones naturelles. Donc je suis un petit peu choquée par cette paresse intellectuelle, pardon de le dire comme ça, qui vise à continuer à faire de l'argent avec des sujets simples mais destructeurs. Alors que le ZAN, c'est une opportunité de mettre en musique, d'écrire une partition des savoir-faire des ingénieurs dans toutes les écoles françaises qui sont tout à fait capables de poser des diagnostics précis et de trouver des solutions. Je ne suis pas dans le technosolutionnisme, attention, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis mais que le zéro artificialisation nette est un faux problème.
On peut construire sur des terres dégradées. On a les techniques pour dépolluer, pour assainir, et même pour restituer un usage naturel des terrains qu'on va rendre à la biodiversité. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a un frein majeur aujourd'hui, si ce n'est, oui, comme je dis, par paresse intellectuelle et par facilité de faire ce qu'on a toujours fait. Des guerres de lobby aussi. Il y a deux types de lobby. Il y a un lobby écologiste radical, fondamental, qui dit « je ne veux plus la moindre construction, je ne veux plus que l'humain puisse avoir un rôle dessus », donc ils vont pousser dans une forme d'extrémisme. Autant moi je me considère comme radical, mais je ne suis pas extrémiste. Exactement. Et puis de l'autre côté, très technique, en disant « je vais peut-être avoir un peu d'argent ». Mais le ZAN, je vais faire un peu une explication. C'est un sujet qui est très technique, non, quand on l'explique, il ne l'est plus, mais qui est passionnant, et je pense que typiquement, cet outil-là, c'est celui de la bascule. Oui. Si on y arrive, on passera. En tout cas, pour pas tout le monde, on sera les pionniers au départ, et ça va le faire. Et la raison pour laquelle ça bloque, je pense que c'est un petit peu ça. Comme son nom l'indique, zéro artificialisation nette. Alors c'est très intéressant, parce que le terme artificialisation est totalement absurde, débile. Pourquoi ? Parce qu'en France, tout est artificiel si je considère qu'il y a une relation de l'homme dans l'aménagement du territoire. Déjà depuis la révolution néolithique, il y a quelques 8000 ans, on a quand même pas mal artificialisé, mais en France, il ne reste pas un seul écosystème résiduel d'une époque où l'homme n'était pas présent. Le fait de dire artificiel est très intéressant. Là, je suis du côté du lobby, je dirais, d'écologie fondamentale, qui pourrait dire ce n'est pas bien parce que c'est artificiel. Et donc c'est bien quand c'est naturel. Alors moi j'ai un curare c'est parfaitement bio, 100% bio, parfaitement naturel, et vous allez pouvoir voir que c'est pas très bon pour la santé. Il n'y a pas de rapport entre artificiel mauvais et naturel bon. Il n'y a absolument aucun rapport. Par contre, on nous met ça dans la publicité et compagnie. Et artificiel, c'est de se dire le problème, c'est l'homme. Non, le problème n'est pas l'homme. Le problème, c'est la manière dont l'homme a aménagé. Là, je rentre dedans parce que dans la logique même de ce qu'on appelle les espèces ingénieurs. Les espèces ingénieurs, c'est quoi ? C'est dans les écosystèmes, les espèces qui aménagent leur lieu de vie et en faisant ça, permettent à d'autres espèces de venir. Le plus intéressant, c'est le castor, le plus connu. Le barrage d'un castor, est-ce que c'est artificiel ou naturel ? Du point de vue du castor, c'est 100% artificiel. Du point de vue de l'humain, c'est 100% naturel, ça n'a absolument aucun sens. Par contre, attention, le barrage d'un castor, on pourrait condamner le castor pour écocide, parce que quand il fait un barrage, l'eau monte, et donc toutes les plantes qui se retrouvent sous le niveau de la eau disparaissent. Qu'il y ait un impact et qu'il y ait des espèces qui disparaissent, c'est pas mauvais, parce que cependant, ça permet à d'autres espèces de traverser, ça fait des caches pour des poissons, etc., etc. Et vous êtes en plein dans la logique des écosystèmes. Les espèces ingénieurs, donc il y a le castor, il y a les coraux, qui permettent, malheureusement d'ailleurs assez menacés aujourd'hui, qui permettent à d'autres espèces de venir, les arbres aussi, qui permettent l'accueil, et une autre espèce ingénieure, le ver de terre, qui va travailler à labourer la terre d'une certaine manière et permettre la vie des sols. L'homme est une espèce ingénieure, comme d'autres. C'est ni bien ni mauvais, c'est sa caractéristique. Donc le fait d'artificialiser n'est ni bien ni mauvais. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème pratiquement idéologique. Cependant, ça a été considérablement rattrapé par la définition qu'il y ait dans la loi et donc dans le code de l'environnement, qui est d'ailleurs, et c'est très amusant parce que la définition ne correspond pas au mot artificialisation. Il est marqué, c'est l'altération des fonctions biologiques, hydrauliques et climatiques des sols. Et ça concerne sur les sols. Altération des fonctions écologiques, c'est très intéressant parce que là on comprend de quoi ça parle. Si je détruis les fonctions, les sols ne produisent plus ce qu'ils ont à produire, en particulier le stockage du carbone, le stockage de l'eau. Vous savez qu'un sol vivant, c'est 10 fois plus de capacité de stockage d'eau quand il pleut beaucoup qu'un sol sur lequel il y a moins de matière organique. C'est normal, un sol vivant c'est plein de cellules, donc une cellule c'est de l'eau, et c'est un petit peu tout ça. Donc on a une définition qui est absolument géniale. C'est quoi le ZAN ? C'est je vais faire des aménagements, mais je vérifie que les fonctions fondamentales dont toutes les espèces ont besoin, dont l'espèce humaine, sont respectées, parce que si je dégrade les sols, je dégrade le cycle de l'eau, l'alimentation, je dégrade l'altération, tout ce qui va être érosion, etc. Et aujourd'hui c'est bloqué parce que les décrets d'application ne sortent pas. On se fait une espèce de jeu de ping-pong, un coup c'est trop, un coup c'est pas assez, et puis on essaie aussi de sortir du 0-1, du binaire. On aime bien le binaire dans notre société cartésienne. Ça c'est artificiel, ça l'est pas, et on arrive à un moment où une terre agricole devient naturelle, et par contre un jardin privatif est artificiel. Oui, parce qu'il y a l'homme qui vit à côté. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et là, alors pourquoi j'en parle beaucoup et que là tu as appuyé sur un bouton qui m'intéresse, c'est que vous savez que Utopia a un bureau d'études, qui est une filiale du fonds de dotation, qui travaille spécifiquement sur ces logiques.
Dès qu'on va travailler dessus, on travaillera sur l'aménagement du territoire, sur la relation monde agricole et forestier, sur la consommation. Et là, en cherchant ici des solutions aux ânes, et je n'ai pas dit des yaka faucons, c'est qu'est-ce qu'on propose comme solution. Une fois qu'on aura trouvé une solution, on tirera ce fil-là, et automatiquement, il y a 2 choses qui viendront par derrière. Parce que fatalement, ce ne sera pas des solutions technocratiques, mais elles devront automatiquement être partagées avec l'ensemble des acteurs du territoire, à commencer par les gestionnaires agricoles et forestiers dessus. Et là, on est vraiment au cœur de notre problème. On veut continuer à gérer les ânes avec la vision d'autrefois, pas d'impact. Mais pas d'impact, ça ne veut rien dire. C'est comment est-ce que je respecte les trajectoires. Il y a un autre élément sur zéro artificialisation nette, c'est que, pardon de revenir sur l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique, mais aujourd'hui on est capable d'avoir un diagnostic de résilience climatique, notamment centré sur les îlots de chaleur, qu'on soit en ville ou pas en ville. À la parcelle cadastrale près ou au point GPS près, on est capable de le faire. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le ZAN ne devrait pas être totalement sanctuarisé dans les zones où on sait qu'il va y avoir des concentrations de chaleur importantes et où le service écosystémique d'un sol sain qui va capter du carbone certes, mais aussi qui va être support du vivant, où on va avoir une évapotranspiration des plantes et des arbres qui va jouer son rôle de lutte contre les îlots de chaleur. Est-ce que ce ne sont pas dans ces endroits-là, qui ne sont pas que des endroits en ville, bien sûr il y a des endroits en ville, mais qui ne sont pas que là. Est-ce que finalement notre capacité aujourd'hui, qui est relativement récente, hein, ça date de très peu de temps, mais d'avoir des diagnostics de résilience climatique très très précis, ne devrait pas être conjuguée au zéro artificialisation nette pour être sûr qu'il y ait des endroits qui soient vraiment sanctuarisés. Ouais, je pense même pour aller plus loin, d'abord on ne peut plus continuer à séparer les choses. D'ailleurs on a un vrai problème aujourd'hui avec le carbone et le climat, c'est qu'on est devenu monomaniaque sur quelque chose où accessoirement on ne peut pas faire grand chose à court terme. Il y a une inertie dans les changements climatiques qui fait que, voilà, même quelle qu'en soit l'origine, c'est comme ça, on ne pourra pas changer grand chose. Réduire les émissions, c'est effectivement indispensable, en plus il y a des problèmes de pollution, etc. Cependant, cette vision purement cartésienne et mécanique nous empêche d'observer le vivant, parce qu'encore une fois c'est peut-être beaucoup plus complexe, et l'idée même en allant plus loin, et le ZAN permettrait ça, de dire j'englobe avec ça l'intégralité des enjeux écologiques, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire oikos logos, qui est la connaissance de notre milieu de vie, puis la gestion de notre milieu de vie qui est l'économie, en intégrant dedans le carbone et le climat comme un cas particulier. Oui. Mais le principe, c'est le vivant, parce que finalement, le réchauffement climatique, si ça ne déséquilibre pas les écosystèmes, en fait, on s'en foutrait un petit peu. Là, il fait beau, il fait bon. Le problème, c'est la destruction de la vie, le déséquilibre du vivant, quoi. Et donc, de changer cette logique uniquement mécanique pour revenir, et le ZAN le permet, une vision systémique avec tous les acteurs. Et peut-être que pour rebondir au début de notre entretien, c'est peut-être comme ça que les entreprises des territoires auront la capacité de s'intégrer sur le vivant pour permettre la remise en état des fonctions écologiques des sols et donc des écosystèmes. Et c'est là, la bascule, elle se fait là. C'est vraiment la question systémique qui nous oblige à sortir de la vision en silo et puis pour repenser même nos relations les uns aux autres. Je pense que c'est d'autant plus important que l'inconscient collectif est beaucoup plus sensibilisé à la perte d'espèces, faune ou flore, parce que ça se voit, ou à la pollution ou l'assèchement d'une rivière, parce que ça se voit. Mais c'est vrai que pour les sols, ils sont un peu le parent pauvre dans cet inconscient collectif de la prise en compte des impacts négatifs, alors qu'en fait, ils sont essentiels. Sans sol vivant, il n'y a pas de biodiversité du tout. Donc, c'est un peu rendre au sol l'importance fondamentale qu'ils ont. Et ce ZAN a essayé finalement de traiter ce sujet-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi, parce que le fait que ça ne se voit pas, que ça ne se touche pas forcément, que le ZAN a suscité autant de levées de boucliers. Et je pense que là, en fait, il y a eu un blocage, mais c'est aussi logique. Hein. Quand on joue au rugby, l'équipe en face nous plaque de temps en temps, et donc il faut prendre le ballon et repartir de l'avant. C'est comme ça qu'on fonctionne, hein, de toute façon. Mais là, je crois que d'ailleurs, c'est presque un des sujets fondamentaux de l'Utopia, avec les différents acteurs et différentes avec qui on travaille. Mais je crois que la logique d'expérimentation, donc une science empirique, et non pas... parce que si elle est empirique, elle ne peut pas être idéologique. Et ça, j'y tiens énormément. Et donc là, précisément, puisque nous rentrons en zone de turbulence, hein, il suffit juste de voir l'actualité, on le voit avec toutes les conséquences, y compris géopolitiques, hein, qui à chaque fois ont quand même des causes qui sont plus ou moins écologiques. Et il faut tâtonner. Mais comme l'ont fait nos anciens quand ils sont sortis de la forêt, au moment du néolithique, qu'ils ont commencé à travailler le sol, je pense que c'est pour ça que je parle souvent du terme de révolution.
au même sens que la révolution néolithique, c'est de changer nos modes de pensée, et ça se fait par l'expérimentation. Ça se fait effectivement sur les territoires. Et un autre point important aussi, c'est qu'une des questions de la crispation qu'il y a autour du ZAN, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et ça effraie. C'est Saint-Exupéry qui disait « Seul l'inconnu effraie l'homme, mais dès qu'il l'affronte, ce n'est déjà plus l'inconnu. » Et c'est le courage d'affronter l'inconnu qui nous permet de reprendre confiance en nous, puis se dire bah, « maintenant on va y aller ». Mais la force, c'est d'y aller ensemble. Et là, je reviens sur la logique fondamentale des écosystèmes. Tout seul, quand je dis tout seul, c'est pas une personne individuelle, c'est une communauté avec un même mode de pensée qui va faire une expérimentation, on sera automatiquement sur une approche plus ou moins idéologique. D'aller avec nos opposants, dans certains cas, avec des gens qui ne sont pas sur la même culture, la même origine professionnelle, ou etc., ça nous permettra de trouver ces solutions. Alors, vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le départ, que ma première carrière est la Légion étrangère, et la grande puissance de la Légion étrangère, c'est la diversité culturelle, nationale, tout ce qui fait d'ailleurs la grandeur de l'humanité. Et là, c'est effectivement ça que va nous permettre Lausanne. Oui, on a été plaqué, je pense, là, on n'a pas perdu le ballon, il faut qu'on reparte de l'avant, mais pour le coup, je ne crois pas que l'État puisse aller plus loin que ce qu'il a fait jusqu'à présent. On va continuer à avoir des guerres de lobby à droite à gauche. Là maintenant, le ballon, c'est aux acteurs de territoire, dont les entreprises, parce qu'en général, elles ont les moyens de le faire, de proposer des solutions qui soient dans la radicalité, mais pas dans l'extrémisme, pas dans l'idéologie, mais vraiment dans l'application. Pour ça, on a fait vraiment un focus sur le ZAN, mais pour ceux qui ne suivent pas ces actualités-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'est pas parce qu'on est bloqué dans un môle qu'on ne va pas reprendre le ballon et repartir de l'avant, quoi. Mais par contre, il faut accepter de prendre des caramels. C'est quand même une des constances ici, on n'avancera pas si on ne veut pas se prendre quand même quelques coups. Il n'y a pas d'intérêt d'ailleurs si on n'a pas un petit peu d'opposition. Voilà, bien, merci beaucoup Valérie. Merci Patrice. Voilà, donc ça s'adressait essentiellement plutôt aux entreprises, vous l'avez compris, puisqu'on parlait de RSE, de nouveaux modèles économiques, et j'espère que effectivement ça a donné envie à certains d'entre vous de passer ce plafond de verre, de construire l'avenir avec une vision positive, avec surtout la détermination, avec de la radicalité, parce qu'on ne restera pas avec juste des bonnes pratiques dans un modèle qui est simplement en train de changer, hein, ça fait partie de l'évolution des écosystèmes, de notre écosystème. Donc voilà, j'ai dit, nous vivons une période extraordinaire au sens propre du terme, et je dirais aussi une période enthousiasmante. Oui, parce que là, on a la possibilité de changer peut-être plus que jamais, parce qu'on arrive justement à cette limite. Et ce seront les pionniers qui décideront de se mettre ensemble, en confiance, sur le territoire, qui expérimenteront, qui permettront de tracer la route pour que ça suive par derrière. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis confiant pour l'avenir. D'abord parce que je connais beaucoup de personnes extraordinaires avec qui on partage une vision. Hein, vous l'avez vu avec d'autres des intervenants sur cette chaîne. La vie est belle, la vie est puissante. Alors à l'assaut et vive la vie.